École de Management. Merci de votre présence et de l'intérêt que vous donnez au thème de la conférence de ce soir, dédiée à la profession comptable au Maroc. Donc c'est une conférence que nous avons eu le plaisir de l'organiser en collaboration avec l'Ordre des experts comptables du Maroc et l'Organisation professionnelle des comptables agréés du Maroc. Donc je suis très content aujourd'hui de réunir dans la même salle les deux représentants de la profession comptable au Maroc, à savoir l'Ordre des experts comptables et l'Organisation professionnelle des comptables agréés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut traiter sans tabou les différentes questions liées à la profession comptable, les différents aspects liés à la même problématique. Ça veut dire nous, on va discuter aujourd'hui la profession dans son ensemble. Je tiens chaleureusement à vous remercier malgré vos emplois du temps. Vous avez fait le déplacement pour un débat tellement important. Pourquoi c'est important? C'est parce que la profession comptable va connaître une nouvelle trajectoire. Aujourd'hui, nos entreprises ont besoin non pas seulement de la tenue de la comptabilité ou la certification des comptes, mais ils ont besoin des vrais conseillers en matière, dans tous les domaines, pour les accompagner dans leur stratégie de développement, même des fois de leur développement à l'international. Donc, je poserai par conséquent ma première question à M. Amin Barli, le premier vice-président de l'Ordre des experts comptables. En fait, l'Ordre des experts comptables, c'est une institution nationale qui a pour principale mission, c'est de garantir le bon déroulement de la profession sur le terrain. Donc il y a un nouveau bureau qui a été élu. Donc je me permets de poser la première question, quelles sont vos priorités? Est-ce qu'il y a des chantiers nouveaux qui ont été ouverts justement pour améliorer le climat des affaires dans notre pays? Donc pour revenir à votre question, aujourd'hui, il y a 2 mois, donc les experts comptables ils ont élu un bureau qui va le représenter pendant une période de 3 ans. Donc le chantier, vous savez qu'aujourd'hui le Maroc, et précisément la profession comptable au Maroc, est dans un tournant vraiment décisif, parce que les enjeux, les mutations économiques sont vraiment de plus en plus impétueux. Donc les enjeux sont très très importants. La profession s'agrandit. Aujourd'hui s'agrandit, s'organise. Donc déjà on est réjouis de voir après tant d'années de bataille que la profession aujourd'hui il est organisée, on va dire, en 2 organisations officielles, mais dans la réalité en 3. Il y a une troisième partie prenante qui est, je pense que je parle, c'est la va me corriger, et comprend le plus de membres. Parce que la troisième organisation, c'est les fiduciaires, qui aujourd'hui sont mis sous un moratoire. Donc moi je suis réjoui déjà d'avoir cette organisation qui était à un moment donné très très mal organisée, dans un processus d'organisation. Donc l'ordre, la première priorité, c'est déjà de trouver des niches pour les confrères, des nouvelles missions. Vous savez, et je pense que c'est un point qui va être partagé également par nos confrères, les comptables agréés. Aujourd'hui, la profession de comptabilité, d'expertise comptable de manière générale, subit une mutation profonde. Mutation profonde, pourquoi? Parce que, il y a la technologie qui rentre en jeu. 2, il y a la communication, donc le coût diminue de plus en plus. Automatiquement, le métier classique de comptable, aujourd'hui, commence, on l'a senti, commence à subir certains changements. C'est qu'aujourd'hui, si je compare un comptable d'il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années avec le comptable d'aujourd'hui, donc la différence est énorme. Donc il y a aujourd'hui de plus en plus de digitalisation. Donc notre métier est en train de subir des mutations profondes. Donc le premier chantier qui va être mené par cette nouvelle équipe, c'est déjà de se pencher sur cette problématique de nouvelles missions et de
nouvelles pratiques que nous devons généralement suivre pendant les décennies à venir. Donc ça, d'une part. Deuxième élément également sur lequel le nouveau bureau travaille, c'est l'aspect communication. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du marché, les gens ne maîtrisent pas encore le travail d'un professionnel de chiffre, un professionnel de comptabilité. Parce qu'un comptable, son travail ne consiste pas à faire que une production chiffrée. Son travail dépasse cet aspect-là. Donc c'est un travail de production, mais c'est un travail également d'accompagnement et de conseil. Donc l'objectif aujourd'hui, bien sûr, avec le confrère de comptable agréé, c'est de communiquer suffisamment pour vulgariser notre métier et permettre son développement. Troisième chantier, et je vais m'arrêter à ce niveau-là, c'est vous savez qu'on a tendance à confondre l'ordre de l'organisation avec des associations, avec des syndicats. Il faut savoir que l'ordre et l'organisation, c'est des organes de contrôle. Contrôle quoi? Contrôle les confrères, d'une part, et contrôle également qui sauvegarde les intérêts des tiers par rapport aux confrères. Donc notre objectif également, c'est de pouvoir aider les confrères par rapport à ça, en améliorant les pratiques professionnelles et en améliorant les contrôles, parce qu'aujourd'hui il y a un contrôle qualité qui se fait au niveau de l'ordre. Et il est là, ça a commencé il y a une dizaine d'années, mais nous pensons aujourd'hui que c'est un contrôle qui en permanence est perfectible. Donc on est en train de mettre plus de moyens pour le perfectionner. Merci. Et le président de l'organisation professionnelle des comptables agréés, vous plaidez justement pour l'application d'une loi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a... Je porte la casquette d'un chef d'entreprise et remarque qu'il y a une certaine anarchie dans le métier et qu'on a besoin justement de réglementer cette profession. C'est l'objectif de la nouvelle loi. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer les évolutions récentes de votre métier? Effectivement, donc, si je tiens à résumer un petit peu le champ de la profession comptable au Maroc, on a à peu près 550 experts comptables qui sont régis par je dirais, la loi sur l'exercice du métier d'expert comptable et qui travaillent sous l'égide de l'ordre des experts comptables du Maroc. On a 1581 comptables agréés au niveau national. Ce chiffre va être augmenté bientôt d'environ 100 comptables agréés. Ces comptables agréés donc, travaillent sous l'égide de l'OPCA, donc de l'Organisation professionnelle des comptables agréés. Mais dans ce métier, il y a un troisième maillon. Samir en a parlé tout à l'heure, c'est celui qu'on appelle les comptables indépendants. Ils sont quand même nombreux, donc ils sont d'environ 2200 entreprises qui exercent aussi le métier de la comptabilité. Dans ce champ lié, je dirais, à la profession des chiffres, nous exerçons pratiquement la même chose. Nous intervenons au niveau de la tenue de la comptabilité, au niveau de l'établissement des déclarations fiscales et sociales, au niveau de l'élaboration des états de synthèse annuels, des arrêtés périodiques comptables. Nous intervenons aussi dans le conseil juridique fiscal, dans la rédaction d'actes, dans les business plans, etc. Bien entendu, il y a un monopole sur certaines prestations qui est exercée de fait par les experts comptables. Il s'agit notamment du commissariat aux comptes et de l'audit légal. Voilà un petit peu juste pour situer un petit peu, je dirais, la profession des chiffres au Maroc. L'organisation professionnelle des comptables agréés est de création récente. Notre conseil national qui vient d'être élu au mois de juillet dernier, il faut le rappeler, c'est le premier conseil de la première organisation, de la première structure ordinaire.
Donc l'ordre, il vient d'être mis en place tout récemment. Et la particularité par rapport à nos confrères de l'ordre des experts comptables, c'est que nous sommes dans une phase, je dirais, de construction. Une phase qui commence d'abord par l'implantation et la mise en place des instances. Le Conseil national est mis en place. Bientôt, donc nous allons, je dirais, remettre au ministère de l'économie et des finances notre règlement intérieur, donc qui attendra la sortie d'un décret d'application. C'est un document qui est important, qui va être aussi accompagné d'un autre document qui est le code des devoirs professionnels. Et après cette étape, on passera à l'élection des conseils régionaux. L'ordre des experts comptables est organisé sous forme de deux conseils régionaux, le conseil Casablanca et Sud et Rabat et Nantes. Du fait que, effectivement, le nombre d'intervenants est relativement faible en comparaison par rapport aux comptables agréés. Nous sommes 1581. Donc déjà, au niveau d'une dernière décision du Conseil national, donc on a décidé de la mise en place de 8 conseils régionaux. 8 conseils régionaux, étant donné que nous sommes, je dirais, les consorts et confrères sont installés dans pratiquement toutes les villes du Maroc, même les petites villes. Et les conseils régionaux au niveau des experts comptables peuvent être créés à partir de 20 experts comptables. Nous, c'est à partir de 50. Mais déjà, je vous le dis que nos conseils régionaux auront environ 200 membres. C'est une bonne chose, parce que je considère qu'il y a une taille critique à avoir en termes aussi de collecte de cotisation, en termes aussi de fonctionnement, parce que les conseils régionaux doivent disposer de ressources financières pour accompagner, je dirais, les conseils et confrères dans leur travail, à travers la formation, à travers la communication, à travers, je dirais, tous les moyens qui peuvent être mis en place dans ce cadre-là. Les deux structures ordinales, certes, ont un défi important, celui d'assurer une représentation, une promotion, une défense de ces professionnels des chiffres et étudier, je dirais, toute proposition d'ordre professionnel, d'ordre économique particulière à ces deux ordres. Et il s'agit aussi d'appuyer cette représentation au niveau des différents partenaires, au niveau des différentes commissions, le ministère de l'économie et des finances, bien entendu, l'administration des impôts, la CNSS, l'Office d'échange, Banque de Madrid, les centres régionaux d'investissement, etc. Parce que nous jouons effectivement un rôle important au niveau de l'accompagnement des investisseurs qui soient marocains et étrangers, et nous pouvons aussi jouer un rôle d'interlocuteur, nous pouvons jouer un rôle aussi de force de proposition importante vis-à-vis des pouvoirs publics en matière, je dirais, de propositions d'ordre économique, d'ordre qui s'attache à l'entreprise, parce que c'est notre champ disciplinaire en quelque sorte. Et puis, ça a été rappelé par mon confrère tout à l'heure, nous avons aussi un autre défi important, c'est de hisser aussi la prestation qui est fournie par les comptables agréés au niveau national à un niveau plus élevé à travers, je dirais, la définition d'un haut degré de qualification. Nous allons, je dirais, mettre en place au fur et à mesure un référentiel déontologique et normatif qui est propre aux comptables agréés et que les cabinets doivent appliquer dans l'exercice de leur fonction. Il y a un service, d'ailleurs c'est le service que coordonne CISPERI, qui est celui des professions comptables, des institutions comptables et de la normalisation. Il y a une documentation qui est disponible à ce niveau-là, mais nous avons des fois besoin de référentiels spécifiques. Et j'étais content d'avoir une discussion qu'on a eue tout à l'heure avant de rentrer en salle, qu'au niveau de la comptabilité, l'ordre des experts comptables a réussi à avoir un référentiel assez intéressant. Nous allons peut-être s'en inspirer pour justement essayer de hisser le niveau de prestation fournie à nos clients à un niveau élevé et ça va de soi, donc ça va nous permettre aussi de consolider notre rôle d'encadrement et de là donc notre rôle aussi de participation aux instances de normalisation comptable au niveau
national. Bien entendu, il y a aussi les défis déjà relevés, ceux qui sont liés à la communication, à l'autorité, au règlement, qui sont importants aussi. Reste bien entendu ce tournant dans lequel on est, puisque l'organisation est encore nouvelle. Nous aurons aussi à gérer pendant une période transitoire cette population des comptables indépendants. C'est des comptables qui sont là, c'est des comptables qui ont leur identifiant fiscal, qui sont inscrits au registre de commerce, qui ont leur taxe professionnelle, qui exercent en fait le métier de la comptabilité, tel que énuméré dans la loi. Donc c'est en fait, maintenant, est-ce que cette population, qu'est-ce qu'on souhaite? Est-ce qu'elle va continuer à évoluer, à travailler comme des électrons libres, sans aucun encadrement, sans aucune supervision, pendant une durée qui est relativement assez longue, puisque c'est la loi qui le prévoit. Donc ils ont 10 ans pour rallier en quelque sorte l'OPCA à travers un examen qui est mis en place donc par la loi. Cette problématique, bien entendu, ne dépend pas seulement de notre structure ordinale. Elle dépend aussi, je dirais, de la réglementation qui existe. Nous sommes en train de réfléchir à la meilleure manière possible d'intégrer cette population-là à travers un processus plus souple pour qu'il soit effectivement encadré, supervisé par l'OPCA, par notre organisation. On considère que c'est des confrères qui exercent la même activité que nous. Et il y a pratiquement unanimité au niveau du Conseil national par rapport à cette problématique des consoeurs et confrères qui exercent à titre indépendant. Et c'est de l'intérêt de la profession de les intégrer, de la façon la plus souple, parce qu'il faudrait le rappeler, peut-être ça peut intéresser aussi les étudiants de votre école, c'est qu'il y a un décret d'application qui nous concerne et qui est sorti au milieu de l'année dernière, l'année 2016. Ce décret d'application, il a institué l'examen d'accès à notre profession et l'examen d'accès au port du titre de comptable agréé. Il s'agit du décret donc appelé 215-806. Ce décret met en place en fait une commission qui va gérer l'examen d'accès à l'exercice de la profession de comptable agréé. La commission en question est présidée par le directeur général du groupe ISCAE. Mais dans la commission, il y a également 4 professeurs permanents du groupe ISCAE, un représentant du ministère de l'économie et des finances, 3 représentants de notre structure ordinale qui est l'OPCA et 2 représentants de la structure ordinale de l'ordre des experts comptables. Ça, c'est la commission qui va je dirais, s'occuper de l'examen, qui va organiser l'examen sur le plan de la logistique, sur le plan aussi, je dirais, des modalités aussi de passation de l'examen, d'obtention de la qualification professionnelle. Il faudrait peut-être préciser une chose ici, parce que là, on parle de 2 examens qui sont complètement différents. Il y a un examen, ce qu'on appelle l'examen d'aptitude à l'exercice de la profession de comptable agréé. L'examen d'aptitude, il s'adresse en fait aux titulaires d'une licence. La loi dit qu'il faut être titulaire d'une licence en économie ou gestion. Ça peut concerner les lauréats de l'ESCA. Si je comprends bien, votre établissement vient d'obtenir la reconnaissance de ces diplômes. Je pense que ça va concerner même cette promotion de cette année, donc il aura son diplôme à la fin de l'année. Alors, disons, les titulaires d'une licence économie ou gestion délivrée par une faculté publique, par l'ISCAE ou par une école privée dont le diplôme est reconnu équivalent. On peut aussi avoir un diplôme, une licence ancienne, donc c'est pas un problème. Donc on peut être licencié il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans, donc il n'y a pas de problème. À partir du moment où on lance l'examen, donc cette population-là a la possibilité de passer ce test d'aptitude ou cet examen d'aptitude. Une fois qu'on réussit ce concours, à ce moment-là, on peut entamer la période de stage, et la loi précise bien entendu qu'il s'agit d'un stage de 24 mois. 24 mois. Si, c'est ce qu'on souhaite, si cet examen est
est organisé vers la fin de l'année, vers le mois peut-être d'octobre ou novembre prochain. Ça veut dire que les premiers qui vont réussir ce concours, ils peuvent commencer leur stage à partir de janvier 2018. Donc ils auront 2 années de stage 2018-2019. Donc ils vont être sur le marché à partir de 2020. Donc, ça c'est, je dirais, la première filière, le premier cheminement possible. Maintenant, il y a un autre examen, un examen qui s'appelle l'examen d'aptitude professionnelle. Le premier, c'est l'examen d'aptitude. Celui-là, c'est l'examen d'aptitude professionnelle. Pourquoi professionnelle? Parce qu'il s'adresse à des professionnels. Qui sont ces professionnels? Ben, ce sont les comptables indépendants dont je parlais tout à l'heure et qui sont d'environ 2200. Ces derniers, s'ils passent ce concours-là, ils vont accéder, je dirais, à l'exercice de l'activité de comptable agréé. Ils vont accéder au port du titre de comptable agréé sans stage. Sans stage parce qu'on considère que c'est des professionnels, donc ils n'ont pas à passer de stage. Sauf que ça c'est la réalité, sauf que ces populations ne souhaitent pas passer cet examen. Ils ne souhaitent pas passer cet examen. Je reviendrai à cette question tout à l'heure. Je reviendrai peut-être aussi à la position de notre organisation par rapport à cette population de consoeurs et confrères. Donc voilà, on ne va pas être là, je vous rends la parole pour ça. Bien, merci. Donc, ma troisième question s'adresse à mon très cher collègue Taïm Brada. Donc, comme j'ai précisé au début de la conférence, notre économie est en émergence. Elle a besoin plus que jamais d'une profession forte et qui va apporter une forte valeur ajoutée aux chefs d'entreprise. Les missions traditionnelles, donc la tenue de la comptabilité et la certification des comptes, peuvent être également enrichies par d'autres missions de la part des professionnels de la comptabilité. Donc à travers les 2 interventions, la première de M. Amini et la deuxième de M. Mahmoudi, est-ce que vous pouvez nous faire une synthèse de ce que la profession peut apporter aujourd'hui à l'entreprise? Avant de commencer, je voudrais exprimer un petit peu de plaisir personnel, mais réel, d'être devant vous, en compagnie de M. Emile Amini, qui je pense qu'il y a beaucoup de charges de travail, qui a accepté quand même de participer à cette conférence, et si on peut dire mon grand frère, professeur et ami de 20 ans, ou presque, je pense, le temps passé, de s'être déplacé de Marrakech pour cette conférence. Donc c'est un plaisir d'être avec une palette de grande qualité. Alors la question qui a été posée est fondamentale. Pourquoi? Parce que j'arrive en troisième, je pense que les questions vont suivre, mais sincèrement, il faut savoir faire la synthèse. Personnellement, j'ai un avis, je dirais, partagé. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'être dans un pays jeune. Le Maroc a 60 ans d'indépendance, à peu près. Et donc la profession comptable est jeune. Donc aujourd'hui, on est en train de parler de mauvaise organisation, c'est naturel. Mais ce n'est pas péjoratif. Parce qu'en France, ils ont commencé il y a longtemps. Aujourd'hui, ils ont leurs propres problématiques. Donc je pense que c'est tout à fait naturel, c'est une évolution normale. Et c'est bien d'en parler aujourd'hui. C'est bien. Déjà, ce que nous soulevons, c'est que nous sommes au Maroc face à des chefs d'entreprise qui ont une sorte de... Moi, je le relève toujours dans mes séminaires ou dans mes réflexions personnelles, parce qu'au Maroc aujourd'hui, on a une sorte d'antagonisme, un paradoxe pour les chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce que autant d'une part, on a un potentiel de développement énorme, et que de l'autre côté, on a une augmentation des risques d'intensification des risques. C'est-à-dire qu'avec les changements qui arrivent au niveau fiscal, au niveau financier, avec l'ouverture sur les marchés étrangers, nous avons des problématiques de risque de change, de risque financier, de risque fiscal qui augmentent avec la télédéclaration, et que peut-être nous avons été mal préparés. Ça, c'est pas une faute, je pense que c'est des problématiques qui reviennent partout. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel de discuter d'une chose. Comment arriver à réconcilier ce potentiel de développement, d'une part, avec une assurance, une confiance pour les chefs d'entreprise pour prendre cette opportunité de croissance, et ils ont besoin d'être rassurés. Et je pense que la profession comptable, ça, à mon avis, c'est important de le dire aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de dire se positionne à ce niveau, économiquement parlant et socialement, même plus qu'économiquement, socialement parlant, c'est que la profession comptable est apte aujourd'hui, à travers les thématiques qu'on est en train de débattre, de jouer ce rôle d'interface et de résoudre cet antagonisme. Ça veut dire autrement dit,
donner l'envie aux chefs d'entreprise de prendre des opportunités de développement, tout en les rassurant par rapport au risque. Et je pense que la position aujourd'hui se positionne, et c'est pourquoi je suis très heureux d'être devant les représentants des deux organisations principales. Parce qu'aujourd'hui, on est en train quand même de déclencher un débat. À certains moments, c'était difficile, pour les deux. À certains moments, c'était difficile de déclencher. Donc aujourd'hui, nous avons cette ouverture de la part des deux partenaires, et c'est prometteur, et dans l'intérêt général. Moi, ce que je dis toujours, un expert comptable, un comptable agréé, un professionnel de la comptabilité, n'est pas là que pour servir les associés de la société. C'est un garant de la continuité d'exploitation. Et de ce point de vue, c'est très important. Donc, moi, je suis réjoui par rapport à ça. Alors après, moi, j'ai vu un petit peu la thématique. J'ai vu le titre de la thématique, quelle trajectoire. J'ai envie de rebondir sur une question très importante. On dit parfois, il y a guère de vent favorable à celui qui ne connaît sa destinée. Et quelle trajectoire aujourd'hui? Ce qui est important, c'est que nos deux chers collègues sont en train de parler d'une vision d'une profession. On n'est pas en train de parler uniquement aujourd'hui, on est en train de parler de l'avenir. C'est revenir à discuter, à présenter des possibilités pour les jeunes de demain. Et c'est ce qui est réjouissant, c'est qu'on est en train de parler d'une vision qu'on est en train de construire en commun entre deux partenaires fondamentaux au sein de la profession. Alors, la trajectoire pose une question de vision, ça c'est sûr. Il y a une deuxième question qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est en parlant avec M. Rémi Bartini tout à l'heure pendant la pause café, il a dit une chose qui m'a retenu. Il a dit à un certain moment, est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'un seul ordre? Or, des experts comptables et des comptables agréés. D'ailleurs, je prends l'exemple français. Ce n'est pas dans le sens péjoratif de parler des comptables français, de dire ah, ils sont plus avancés. On n'est pas dans cette approximation du tout. Sauf que l'ordre des experts comptables français, à certains moments, s'intitulait Ordre des experts comptables et comptables agréés. Et avec le temps, les gens ont évolué vers le statut d'expert comptable. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Et il y a des voies pour y arriver. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont passer des examens, et il y a des gens qui ont des qualifications, qui peuvent avoir des équivalences, il y a des procédures qui sont mises en place. Mais je pense que le fait de poser la question sous forme de questionnement ouvert nous laisse la porte ouverte à toutes les possibilités. Mais non, la discussion est déjà enclenchée, elle est enclenchée dans un état d'esprit de partenariat, de positionnement, de règlement de l'image. C'est comme il a dit aujourd'hui, il ne faut pas travailler que sur le normatif, que sur les règles, mais il y a une profession et il faut faire briller l'image de la profession. C'est notre profession et les chefs d'entreprise ne connaissent pas expert comptable la comptabilité. Moi j'ai l'expérience de vivre ce métier pendant une dizaine d'années ou plus. Les chefs d'entreprise connaissent la vie de comptabilité. Et donc finalement ce que je dis, c'est que si les uns et les autres s'oublient mutuellement, et que si les uns et les autres touchent la réputation et la crédibilité de ce métier, que finalement tout le monde va en pâtir. Finalement, il y a un travail qu'on a à construire parce que vis-à-vis des entreprises, elles connaissent la profession comptable. Elles ne connaissent pas, à part quelques grandes entreprises qui vont faire la différence, la petite entreprise marocaine qui est prédominante ne sait pas faire la différence. Et pour nous, cette crédibilité doit se construire. Et de ce point de vue, pour améliorer notre image, pour crédibiliser, et puis je l'ai dit au tout début, j'ai dit que l'enjeu est plus fondamental que la réussite d'une entreprise, c'est la réussite d'un pays. Je peux donner pour exemple, l'année dernière, on avait un taux de croissance de 1,6 au Maroc, en dehors d'une campagne agricole qui est exceptionnelle, et donc nous dépendons toujours de l'agriculture. Et je pense que le potentiel est là. Donc ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les éléments fédérateurs et les éléments de confiance. Adam Smith, Keynes, qui sont les fondateurs de l'économie, disait la confiance est au cœur de l'économie. Et donc pour créer cette dynamique, je pense que la profession d'aujourd'hui est fondamentale. Alors, pour donner à la profession cette possibilité de créer cette dynamique, mes chers collègues ont déjà débattu de cette problématique. Moi, je voulais revenir sur deux éléments pour l'auditoire. Il y a, dans une profession comptable, aujourd'hui, ici, après on a parlé, c'est Rémi Bartini aussi, il y a deux volets qui sont importants. Si on veut donner de la confiance aux entreprises marocaines, il faut d'abord construire la confiance au sein de nos organisations, au sein de la profession. Et pour ça, il y a un côté éthique très important. Il y a les valeurs éthiques du métier à mettre en place, à promouvoir. L'éthique n'est pas évidente, c'est une sorte d'attitude, l'éthique. Et donc, l'éthique, ils ont parlé de code de déontologie. Alors, le code de déontologie est important, pourquoi? Parce que si aujourd'hui on parle d'une profession, et si on veut donner l'envie aux chefs d'entreprise de nous faire confiance, il faut aujourd'hui qu'on parle de secret professionnel, de confidentialité, de discrétion,
il faut qu'on parle d'indépendance, d'intégrité. Et donc ces valeurs éthiques sont au cœur de notre profession. Et ce qui est fondamental en plus, c'est qu'elles sont en relation avec les cadres normatiques. Pourquoi? Parce que c'est, on va parler immédiatement du cadre de normes pour la tenue de compte public. Et Sami Barli a dit que l'ordre s'est attelé, il a déclenché le processus de mise en place des dispositifs normatifs. Alors ce qui est important pour nous de dire, et je le dis en toute franchise, c'est qu'une norme, c'est quoi? Une norme, c'est comment doit se comporter un expert comptable diligent. Ça veut dire qu'on a une référence pour les clients. Alors c'est très important, pourquoi? Parce que quand on donne une norme à un client, il sait qu'un professionnel de la comptabilité a fait une erreur. Et donc quand est-ce qu'on va travailler avec un client en toute confidence et en toute confiance? C'est quand on est responsabilisé. Et pour donner la responsabilité à l'expert comptable, l'impliquant en termes de responsabilité et de donner confiance au client, il faut une norme de travail, ça veut dire à quel moment l'un ou l'autre ont tort. Et donc on va juger le responsable professionnel par rapport à la norme de travail. Et donc elle est fortement en relation avec le côté déontologique et éthique. Parce que quand on donne une norme, c'est quand on dit à quelqu'un comment travailler, eh bien il est obligé de travailler de cette manière, et de cette manière il va respecter les valeurs déontologiques profondes de notre métier. Et donc cette évolution, moi ça me rend heureux de voir l'ordre des experts comptables déclencher un chantier tellement important pour nous, parce que c'est un facteur de crédibilisation. Et c'est de cette manière qu'on peut travailler en termes de profondeur d'économie, en tant que, moi je l'appelle comme ça, je l'intitule comme ça, professionnel de la comptabilité est un constructeur de confiance. On n'est pas des producteurs de chiffres seulement, il va de soi que nous produisons les chiffres. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut dépasser la problématique de la qualité. Il faut qu'on se pose une question sur la profondeur de notre métier. Faire des comptes dans des conditions de qualité, c'est tout à fait normal. Mais après, on retombe dans le conseil. Après, on tombe dans l'accompagnement. Et je prends l'exemple de la France, même si j'ai pas envie toujours de trouver des ramifications avec le contexte français, mais je trouve le fait de parler aujourd'hui en France d'obligation de conseil est important. Ils ont l'obligation de conseil. Donc en France, si vous faites la tenue de la paix, vous êtes obligé de faire le point sur les contrats de travail, même sans l'avoir dans la lettre de mission. Et c'est pour dire que finalement, cette responsabilité est importante. C'est ce qui crée la valeur ajoutée pour notre profession. Alors nous avons des instances jeunes, nous avons des instances dynamiques. Moi je le dis toujours, je suis toujours stupéfait par la capacité de CA de travailler, parce que c'est un grand ami, c'est un grand frère, et je trouve qu'il a une dynamique extraordinaire, qu'il travaille l'image de sa profession, ce qui n'était pas fait avant. Je le dis en toute franchise, c'est pas pour jeter les fleurs de quoi que ce soit, on est tout à fait dans une logique d'indépendance et d'intégrité, mais le travail est en train d'être fait, et c'est très important. Alors après, moi je suis toujours dans l'âme enseignant, donc je vais redevenir enseignant à un certain moment. Et ce que je remarque, c'est que j'ai un ami qui a fait une thèse à Bordeaux il y a quelques années, qui était expert comptable, et il avait fait une thèse sur l'indépendance des commissions en France. Alors c'était une thèse qui était tabou, parce que dans les années 98, où il a déclenché la thèse, on ne pouvait pas parler de ce thème. Mais d'ailleurs, il a été un petit peu rejeté par sa profession. Et la conclusion à laquelle il est arrivé, c'est que l'indépendance doit s'enseigner dans les écoles. C'est-à-dire que l'indépendance ne va pas de soi, elle est construite. Et pour qu'elle soit construite, elle doit être construite dans des cycles de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui m'interpelle personnellement en tant qu'enseignant, étant dans une école de commerce, c'est de dire, aujourd'hui et demain, la profession ne pourra grandir qu'avec des jeunes qui arrivent et qui doivent être prédisposés à exercer cette profession dans les règles de l'art, à la fois les règles déontologiques et normatives. Et c'est pas quand ils vont arriver quand ils vont apprendre. Et ça veut dire qu'on ne constate pas une compétence, on la construit. Et que la formation, de ce point de vue, devient très importante. Et ça veut dire que moi, j'invite à la discussion, j'invite à débattre après. Et je le demande en toute sincérité, et j'insiste là-dessus. J'aimerais bien qu'on puisse donner un petit peu de temps à la nature des programmes de formation aujourd'hui pour les comptables agréés, pour les comptables, pour les professionnels de la comptabilité, pour le cycle fiscal des experts comptables, parce que finalement, dans cette même profession, aujourd'hui, je me pose la question sur le poids qui est donné à la déontologie, et que pour éviter le fait qu'on produise des machines à sous, des gens de chiffres, mais uniquement de chiffres, et qu'on oublie un petit peu la vocation la plus importante que nous avons aujourd'hui en tant que constructeurs d'engagement et de confiance de la part des chefs d'entreprise. Parce que, ce que je dis toujours, on nous a enseigné dans le diplôme d'expertise comptable, c'est un Barry va nous confirmer, on nous a enseigné la phase d'acceptation de la mission. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous ne pouvez pas accepter la mission si vous n'avez pas les compétences, ou là s'il existe beaucoup de risques. Et moi au Maroc, je dis la chose suivante. C'est dommage qu'un professionnel de comptabilité aujourd'hui n'accepte pas la mission
Parce que nous avons des entreprises qui n'étaient pas conscientes de leur situation. Et lorsqu'on va rentrer dans une entreprise, nous avons la mission aujourd'hui de faire changer la mentalité. Ça veut dire que notre métier n'est pas uniquement de venir produire un chiffre, ou là d'améliorer, c'est pousser les chefs d'entreprise. Parce que finalement, c'est ça. Qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons ni ressources pétrolières ni gazettes. Nous n'avons que nos cerveaux et nos mains pour augmenter notre PIB. Et notre position économique est fortement importante dans les pouvoirs de négociation avec les partenaires, donc dans notre échiquier politique et géopolitique. Et donc je dis qu'aujourd'hui nous avons une mission noble qui dépasse un petit peu le chiffre, et c'est de faire changer, c'est de pérenniser les entreprises marocaines. Parce que nous avons la chance, quand même, de réunir un métier où nous faisons garantir à l'entreprise sa sécurité fiscale, financière, juridique, et que nous maîtrisons même une sorte de base de données sur les activités. Moi, ce que je dis l'expert comptable de la professionnelle de la comptabilité, nous avons quand même dans nos cabinets des bases de données sur les secteurs d'activité. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que nous sommes les mieux placés pour faire du conseil. À travers cette expérience d'avoir plusieurs secteurs d'activité, de vivre toutes les dimensions de l'entreprise. Et donc, qui mieux que nous pourrait jouer le conseiller d'entreprise? Nous venir en tant que consultant stratégique, vous avez un manque d'informations. Vous n'avez ni les informations comptables, ni les informations sociales, ni les risques. Et donc, être expert comptable, être professionnel de la comptabilité comptable agréé, vous allez traiter, vous êtes le médecin de famille. Et vous connaissez bien les entreprises. Et donc, rajouter cette obligation de conseil et venir faire du conseil, venir donner de la confiance dans la pérennisation des entreprises, je pense que ça serait notre débat qui va continuer après, certainement, parce que la mission, cette tâche n'est pas facile. Il faut sensibiliser les gens. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Et je remercie les deux représentants des organisations professionnelles d'avoir accepté d'animer avec nous cette conférence de ce point de vue. Je vous remercie. Je poserai encore deux autres questions, mais après j'ouvre le débat. Vous êtes bienvenus pour poser des questions. C'est plus une table ronde qu'une conférence traditionnelle. Donc, M. Tibrada parlait d'un point très important qui est le rôle du conseil d'un expert comptable. Récemment, on a vécu au Maroc certaines crises, notamment la crise de la Samir, ou bien certains groupes cotés en bourse qui étaient en difficulté financière. Et justement, dans le rapport du commissariat de compte, cette difficulté n'a pas été signalée ou alertée par le commissaire au compte. Est-ce que c'est envisageable, justement, dans vos priorités, d'attaquer ce point? Et le deuxième point, qui a été évoqué par M. Brada, qui est la formation. Est-ce qu'il y a un plan de formation destiné justement aux professionnels, aux experts comptables? Donc, quand on est membre actif de l'IFAC, c'est une organisation de l'audit international, on est obligé de suivre à la lettre les normes ISA, les normes internationales. Tout à l'heure, on a parlé en offre que le métier de l'ordre des experts comptables, il a le monopole de la certification de l'audit et de l'assurance. Et il partage les autres métiers, le conseil à la comptabilité, avec les comptables agréés. Le premier métier où on a le monopole, il a été plus ou moins normalisé il y a plus que 20 ans. Avant, on avait des normes marocaines, et à partir de 2006, on a appliqué les normes ISA, et c'est des normes qui se basent sur une approche marketing. Vous savez que il y a une différence d'approche. Avant, on faisait une approche qui s'appuie à plus de 60% sur les comptes, et aujourd'hui, tous les auditeurs, et par voie de ricochet, tous les commissaires aux comptes, sont obligés d'appliquer dans leur approche les normes ISA. Et vous avez parlé d'un certain nombre de dossiers. Aujourd'hui, nous, on a un contrôle qualité. Chaque fois qu'il y a un dossier, parce que l'ordre, comme je disais tout à l'heure, il a une obligation de contrôle de la qualité de la prestation que fait chaque commissaire en compte, que fait chaque expert comptable. Pour protéger le professionnel, d'une part, et d'autre part, pour protéger les tiers des erreurs qui éventuellement seront faites par un expert comptable. Donc, face à ce genre de dossier, on fait des contrôles qualité.
et les contrôles qualité, si je prends par exemple, j'avais cité le cas de la Samir, a prouvé que les commissaires aux comptes, ils ont fait leur travail en respectant les normes. Parce qu'aujourd'hui, si on veut creuser sur l'affaire de la Samir, je pense que le problème, il a été signalé par les commissaires aux comptes, ça fait très très longtemps. Aujourd'hui, moi, personnellement, ça c'est un avis personnel qui engage que moi, parce que moi, le dossier de la Samir, c'est un dossier que j'ai géré dans les années 2000, les années 90. C'est une affaire beaucoup plus politique qu'autre chose. L'affaire Samir, donc c'est possible que la Samir, c'est une affaire beaucoup plus politique, donc ça dépasse le rôle du commissaire. Ceci dit, lors des experts comptables, on a fait des contrôles qualité et qui ont eu pour conclusion que les normes ils étaient respectées. Parce que vous savez que dans notre mission, il y a un certain nombre, il y a l'échantillonnage, il y a mais les normes, ils ont été appliquées où il y avait non seulement le contrôle qualité de l'ordre, le tribunal, il a mandaté des experts judiciaires qui ont vraiment fait un deuxième contrôle pour s'assurer de la responsabilité du commissaire aux comptes dans tout ça. Et finalement, aujourd'hui, on a la certitude que ça dépasse largement ces aspects. Par rapport au deuxième point de la formation, vous savez qu'un commissaire aux comptes a une obligation de formation de 40 heures par an. Ça, c'est une obligation que les confrères sont tenus de respecter, parce que vous savez, l'éducation, les changements et ce que connaît les secteurs économiques, si on ne se met pas à jour, moi je parle de la profession comptable de manière générale, parce qu'on est amené à faire du conseil, on est amené à accompagner les entreprises et on est les garants aujourd'hui, les garants de la fiabilité de l'information et le garant de la production de l'information financière. Et ça concerne le microéconomique, ça concerne les entreprises, ça concerne également l'État. Aujourd'hui, il y a des organismes tels que la FMI, la Banque mondiale, qui regardent de plus près le Maroc. Aujourd'hui, le Maroc s'est engagé sur des investissements avec les IDE pour les attirer si on n'a pas vraiment un bon système comptable et un bon système de contrôle de cette comptabilité. On va pas. Et la formation, pour nous, ça constitue un socle. D'ailleurs, on a un institut de formation de l'ordre des experts comptables qui, généralement pour aider les experts comptables à respecter cette contrainte de 40 heures par an, dispense des formations gratuites au profit des confrères et consoeurs, pour des formations gratuites. Et le contrôle, c'est-à-dire si vous ne respectez pas cette obligation, vous risquez carrément une évaluation de l'ordre des experts comptables. Et aujourd'hui, on est en train de digitaliser cet institut de formation. Et ce contrôle va se faire de manière automatique. Parce qu'on a mis en place une formation en ligne. On a commencé à faire également des learning. Et aujourd'hui, il y a une application qui va. Vous aurez par exemple, un expert comptable. Au début de l'année, j'ai un profil, par exemple, rouge dans l'application, qui va devenir bleu le jour où je vais atteindre les 40 heures de formation. Donc ça, c'est un mécanisme qui permet de sauvegarder cette qualité des professionnels et qu'on risque vraiment de passer à côté de beaucoup de choses si on n'applique pas à 100%. Donc aujourd'hui, moi, je vais rebondir sur une autre question, même si ça sent un peu de votre question. C'est-à-dire qu'il a parlé de comment on peut accéder à l'organisation des comptables agréés. Parce qu'aujourd'hui, il faut soulever ce point. On a constaté qu'il y a que l'attractivité de la profession comptable au Maroc diminue de plus en plus. Qu'il y a d'autres professions qui attirent plus que la profession de comptabilité. Nous, aujourd'hui, on est en train de réfléchir comment on peut augmenter cette attractivité. Parce que quand on voit les grandes écoles, les meilleurs, ils partent ailleurs. Faire des écoles d'ingénierie. Et là, on a remarqué ce changement. Il y a une dizaine d'années, il y avait beaucoup de gens qui viennent pour passer le concours d'expérience comptable. Maintenant, de moins en moins.
Et je pense que vous allez constater la même chose dans les années à venir. Donc pour accéder à l'ordre des experts comptables, moi je parle de système tel qu'il se pratique aujourd'hui, parce qu'il y a une réforme au niveau du secrétariat général du gouvernement, une réforme qui va changer ce système, mais tel qu'il se pratique aujourd'hui. Donc le cycle, il est ouvert aux titulaires de licence. Donc il y a un concours qui se déroule, je pense, octobre-novembre, un concours écrit et un concours oral pour accéder à un cycle de formation qui dure 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il y a un stage obligatoire qui se fait en même temps. Et on a 6 ans pour réussir les 3 ans. Si on dépasse ces 6 ans, donc on est exclu. Et chaque période de 6 mois, on est obligé de faire un rapport de stage qui est contrôlé par un contrôleur de stage. Et à la fin, quand on a les 3 ans, quand on réussit les 3 certificats, il y a un mémoire de fin d'études, comme mémoire d'expertise comptable. Et on obtient le diplôme. Et ce diplôme vous permet d'accéder à l'ordre des experts comptables. Donc je tenais à faire ça pour... ça va changer. Pourquoi? Parce que je pense que si le texte de réforme des plans passe, et le concours va être ouvert le pas plus simple, et au lieu de faire 3 ans d'études, il n'y aura que 2 ans d'études. Merci. Une dernière question de ma part, puis je donne la parole à la salle. C'est pour M. Apouli. Vous avez cité, j'ai 2 questions. Vous avez cité tout à l'heure les comptables indépendants. Ils sont nombreux aujourd'hui et bon, disons les choses clairement, ils refusent de passer un examen. Comment ils peuvent justement intégrer ce rang de comptable agréé dans la vie? Et ma deuxième question, c'est les jeunes. Vous avez ouvert la voie pour les jeunes qui ont une licence. J'imagine qu'il y aura des milliers de jeunes intéressés par la profession. Est-ce que l'organisation professionnelle des comptables agréés a les moyens justement de gérer ce flux des personnes intéressées, que ce soit pour l'organisation des formations, mais également l'organisation des stages au niveau de tout le moyen? Par rapport à la première question qui concerne les comptables indépendants, valeur aujourd'hui, cette population, je dirais, il ne faut pas l'oublier, il a aussi son propre encadrement. Ces comptables indépendants sont organisés au niveau national sous l'égide d'une vingtaine d'associations et syndicats. Pour résumer, à moins que je me trompe, je vois déjà des représentants de cette profession ici dans la salle. Ce qui est demandé, c'est la non-rétroactivité de la loi, tout simplement, parce qu'ils considèrent que c'est des cabinets qui existaient avant et ils vont continuer d'exister. Peut-être une précision, et ça c'est un avis personnel, je ne pense pas que cette population, contrairement à ce qu'on peut penser, je ne pense pas qu'elle constitue une quelconque concurrence vis-à-vis des comptables agréés ou des experts comptables, puisque c'est des cabinets qui existent déjà, qui ont leur portefeuille de clientèle. Donc je ne vois pas en quoi cela vraiment pose problème. Mais si vous analysez la donne telle qu'elle est maintenant, vous avez un texte de loi, qui est la loi 127/12, vous avez un décret relatif à l'examen qui impose ce passage par l'examen d'aptitude professionnelle. Valeur d'aujourd'hui, sans changement et sans amendement et de la loi et du décret, il n'y a pas une autre possibilité. Il n'y a pas une autre possibilité. Au niveau de notre Conseil national, on est en train d'examiner, je dirais, ensemble avec ces professionnels, je dirais, les mesures à prendre pour essayer d'arriver à une solution pour accompagner ces consoeurs et confrères dans leur doléance, dans un process qui serait plus souple et qui permettra de les intégrer. Et en parlant tout à l'heure, en écoutant mon confrère parler de la formation continue, et que la formation continue, on en a besoin tous, qu'on soit agréé ou pas. À partir du moment où, écoutez, tous
toutes les grandes entreprises dans le monde, s'ils arrivent à garder un niveau de compétitivité élevé, c'est grâce à l'intégration de la formation continue en tant que levier stratégique, en tant que je dirais, que paramètre inhérent au développement et à la modernisation. Là aussi, le développement et la modernisation des cabinets comptables passent par la formation continue. Et si dans un cabinet comptable, vous avez des profils qui ne correspondent pas au poste, moi je considère que l'écart peut être comblé par la formation. À partir du moment où vous avez une bonne ingénierie de formation, à partir du moment où vous avez un plan de formation qui est adapté aux besoins, en principe l'écart peut être comblé par la formation. Au niveau de l'OPCA, dans l'attente de mise en place de nos commissions permanentes qui dépendent du règlement intérieur, on a déjà mis en place une commission de formation continue. On est vraiment au premier stade de réflexion. Déjà, je remercie nos confrères du Conseil national qu'on a rencontrés il y a 2 ou 3 mois et qui nous ont ouvert la porte pour, je dirais, profiter de la structure qui existe déjà, qui est l'Institut de l'expert comptable. Nous avons pris contact aussi avec l'ISCAE, avec leur département de formation continue. Nous sommes aussi en train de réfléchir avec l'OFPPT à la mise en place de ce qu'on appelle un plan de formation sectorielle. L'avantage d'un plan sectoriel, c'est qu'il permet au cabinet de participer à un plan de formation en ne payant que le tiers. Le tiers payant, c'est le système du payant. C'est-à-dire, au lieu de payer une formation et demander le remboursement via l'OFPPT, c'est-à-dire dès le départ, vous ne réglez que votre quote-part, et sachant que tous les cabinets cotisent bien sûr au titre de la CNSS de l'AMO, et dans le PAC, on cotise aussi à la taxe de la formation professionnelle, et qui nous donne droit aussi à ce levier qui est celui du financement de la formation à travers les remboursements qui peuvent être soit de 70 ou 80% des frais engagés dans le cadre de la formation. Cette information combien importante, je dirais, dans cette phase où on est dans une transition numérique, et on sait toute l'importance que revêt la formation continue dans ce tournant décisif que vivent les cabinets. La deuxième question, elle concerne, je pense, l'examen. L'examen, fort heureusement que la logistique de l'examen, donc nous ne sommes pas les seuls, je dirais, concernés par l'organisation de l'examen. Donc la logistique de l'examen, le volet pédagogique aussi, est géré en grande partie par l'ISCAE. Ils ont l'expérience, je pense que même les pouvoirs publics n'ont pas prévu ce décret d'application de la sorte juste comme ça, parce que déjà ils ont l'habitude d'organiser le concours d'accès à la profession d'expert comptable. Si Aline nous disait que vous avez peut-être environ 700-800 personnes qui se présentent chaque année, donc c'est à peu près 10% qui réussissent ce concours. J'imagine que si on ouvre le concours vers la fin de l'année pour l'exercice de la profession de comptable agréé, on aura certainement c'est comme un petit peu les concours d'avocats, de notariat, on aura peut-être aussi des milliers de candidats. Ça se gère. Moi, je ne pense pas que c'est un problème, ça se gère. C'est une opportunité de carrière qui s'ouvre aux jeunes. Avec la réforme qui est en cours, si je comprends bien, et j'espère que je ne me trompe pas, je parle sous le contrôle de Siani. Si vous voulez choisir la voie de comptable agréé, donc vous avez Bac plus 3, c'est la licence plus 2 ans de stage. Si vous voulez opter pour l'expertise comptable, donc vous aurez besoin d'un master, d'un Bac plus 5, plus 2 ans de stage. Donc au total, donc, ça vous fera 2 ans d'études et 3 ans de stage. Donc le process en entier, donc pour comptable agréé, ça fera 5 ans, à condition bien sûr qu'on fasse les choses dans les délais. Et pour l'expertise comptable, ça va être 5 ans plus 5 ans plus une année de stage ou 2 ans. Ah, plus une année de formation, plus une année de stage. Donc ça fera 7 ans au total. Voilà un peu par rapport à votre question. Merci. Est-ce que ça a des questions? Secrétaire général de l'OPCA. Je remercie les organisateurs de cet événement qui concerne la profession comptable.
ce qui m'a attiré, comme a dit notre frère, c'est la trajectoire, c'est-à-dire la profession comptable du Maroc vers une nouvelle trajectoire. Donc nous sommes tous invités à chercher les points de cette trajectoire. Ensemble, experts comptables, comptables réguliers et comptables indépendants, à relier le point pour tracer une vraie trajectoire, une bonne trajectoire pour le métier. Bon, personnellement, je me réjouis de ce début de réorganisation du métier de la profession comptable. Pourquoi? Parce que le challenge est très très important. On est dans une phase vraiment d'évolution où les choses commencent à se serrer pour notre métier. Moi, je vais citer quatre cas. Et ça, on va les sentir dans les années à venir. Pas plus que il y a 2 semaines, un de mes clients a préféré se traiter. Et ça, c'est quelque chose de très très de nouveau au Maroc. Parce que l'offshoring, le Maroc le fait. On le fait pour le profit des entreprises européennes et étrangères. Maintenant, il y a l'offshoring au sens inverse. Moi, j'ai perdu un client. Pourquoi? Parce qu'il a préféré se traiter la comptabilité en Inde. Et c'était marocain. Donc aujourd'hui, on a constaté qu'il y a une baisse des coûts de la prestation de l'activité comptable du conseil au niveau mondial. Automatiquement, le Maroc, jusqu'ici, il était un pays attractif, va commencer de plus en plus à, soit on va baisser nos honoraires, soit on sera confronté à ce problème-là. Il faut se préparer. Deuxième problème, la digitalisation. Donc, notre métier, on est en plein dedans. La DG c'est digitalisé, la douane, la CNSS, aujourd'hui nos cabinets. Donc la formation doit toucher cet aspect-là. Parce que les comptables classiques d'il y a 20 ans risquent d'être dépassés aujourd'hui avec l'apparition de ce genre de nouvelles technologies. Troisième point, la disparition progressive de certaines tâches de comptables. Là je parle des archives par exemple, aujourd'hui je sais qu'ils font ça, même la saisie. Aujourd'hui, des scans, des logiciels qui vont plus haut. Et je vous dis que moi, le métier classique de comptabilité dans 20 ans va disparaître. Les banques ils vont offrir, au lieu d'offrir le relevé bancaire à une entreprise, ils vont lui offrir un bilan. Il faut s'attendre à ça. Dans 20 ans, si on ne travaille pas notre métier, on va perdre pas mal de choses. D'accord? Et le dernier point, c'est le développement des normes comptables internationales. Donc aujourd'hui, moi je travaille dans un projet avec le CNC, projet de convergence. Le Maroc a choisi la convergence des normes comptables du CGNC vers le norme IFRS. Et aujourd'hui, toute la philosophie de la normalisation comptable a changé. On est aujourd'hui sous l'égide francophone, donc on a une comptabilité francophone. La philosophie va changer progressivement et on va appliquer comptabilité anglo-saxonne. C'est une nouvelle philosophie de voir les choses. C'est la compta analytique qui va devenir obligatoire. Donc aujourd'hui, au lieu de faire la compta générale, on va faire les deux et de manière. Ce sera une obligation. Donc le challenge, il est là. Donc notre métier, il est en train de connaître des mutations profondes et on doit être à la hauteur pour relever le défi. Ne sont des producteurs de chiffres, mais sur la base de toute une multitude de disciplines. L'expert comptable, le comptable agréé, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas uniquement les chiffres, qui interprète les chiffres, mais à base des textes de loi. Et ça, c'est une compétence que vous ne trouverez pas chez l'avocat, que vous ne trouverez pas chez le notaire. C'est l'ouverture de l'esprit. Parce que, je l'ai dit, je le répète et je ne cesserai jamais de le répéter. Une écriture comptable, ce n'est pas une écriture comme ça, sèche. C'est une écriture qui entraîne derrière un texte de loi. Et quand vous allez traiter le bilan, les écritures comptables, vous allez vous rendre compte que vous touchez toutes les disciplines juridiques qui puissent exister. Je tiens à remercier les intervenants car c'est un thème plutôt important.
El Arabi Ismail, étudiant en master détection et prévention de la criminalité financière organisée. Tout d'abord, je tiens à plutôt mettre le point que la comptabilité joue un rôle très important dans un cadre de pérennité de l'entreprise. Et ma question, c'est est-ce que la normalisation est le seul paramètre qui permettrait une adhésion de la comptabilité dans le cadre d'une vigilance contre tout comportement non éthique? Et merci. L'école ESCA d'avoir organisé un tel thème dans de telles circonstances. Un grand remerciement à notre président, M. Yacoubi. Dans nous réjouissons. Je me présente d'abord, Tahir Ben Saleh, gérant de compte fiduciaire à Marrakech. Sans entrer dans les détails, je tiens d'abord à dire que ça fait plaisir d'entendre des propos positifs aussi qui remontent un petit peu le moral. Parce que là, j'ai une petite précision à faire. Ce que nous disons des comptables indépendants, c'est juste un mot commun. Mais la vraie appellation, ce sont les comptables concernés par l'article 103. L'article 103 de la loi 127/12, qui est un article que je dis un petit peu, qui est un petit peu... Je tiens à remercier tout d'abord M. Yacoubi, qui était mon professeur à la faculté de droit de Marrakech de 2007 à 2010. Donc je commencerai mon intervention tout d'abord par la remarque de notre cher monsieur. Et je voudrais dire en fait que le comptable aujourd'hui, malheureusement, a le même syndrome, le métier de comptable aujourd'hui a le même syndrome que celui de l'instituteur, de Moïling. C'est pour ça que ce n'est pas un métier qui fait rêver en tant que jeune aujourd'hui. Mais par contre, je voudrais vous rassurer, il suffit de voir l'engouement qu'ont les étudiants sur les cabinets d'audit et d'expertise comptable. Je me mets à leur place. Quand j'ai eu mon diplôme de master, la première idée qui m'est venue en tête, c'était d'intégrer un cabinet d'audit et d'expertise comptable. Mais par contre, m'orienter en tant que comptable ne m'inspirait pas vraiment. Donc en fait, le métier de comptable aujourd'hui souffre du même syndrome que celui de l'instituteur, malheureusement. J'ai rien contre le métier d'instituteur, mais c'est juste pour donner un exemple illustrateur. Alors en fait, ma question est relative à l'architecture actuelle du métier de la profession comptable, puisqu'on sait que l'architecture de la profession comptable au Maroc a beaucoup emprunté au modèle français dans le statut comptable agréé. Sauf qu'en France, ce statut a été abandonné depuis les années 90. Donc ma question en fait est la suivante et s'insère dans l'objectif, dans la thématique de la conférence qui est vers une nouvelle trajectoire. Donc je me demande, est-ce qu'à terme on ne verra pas la fusion des deux corps d'experts comptables et de comptables agréés, ou plutôt l'absorption de l'ordre des experts comptables des autres corps, le comptable agréé et le comptable et comptable. Voilà, et je vous remercie encore une fois. Ce que je vais rajouter, je vais commencer par le dernier point parce qu'il me semble très important. Nous sommes dans la même profession. Il est tout à fait recommandé d'aller vers l'unification de la profession. Je pense qu'une bonne partie du Conseil national des experts comptables sont d'accord d'aller vers cette voie. Je sais que ça va demander un peu de temps. On a un dénominateur en commun qui est assez large. On a tout intérêt à unifier cette profession et d'aller vers un seul ordre, une seule structure ordinale. En attendant, nous allons travailler sur, je dirais, tous les terrains de collaboration et de coopération qui peuvent nous unir, par exemple la formation, il y a certainement beaucoup de choses qui peuvent nous réunir. Peut-être même on peut aller vers, je dirais aussi, un volet qui me semble important qu'on n'a pas abordé, c'est celui de la production scientifique dans le domaine de la fiscalité et du juridique. Mon expérience juste sur les quelques derniers mois, j'ai constaté que tous les hauts responsables marocains, au niveau de la DGI, la CNSS, même au niveau des ministères, tout le
le monde est demandeur je dirais de propositions. Je n'ai pas vu un seul responsable qui nous a pas ouvert les portes. Franchement, nous sommes dans l'interface avec l'entreprise et je pense que expert comptable et comptable, on peut être une force de proposition importante. Je vois souvent au niveau de la loi de finances, même au niveau de la presse, une contribution, je dirais, assez présente qui est celle de la CGN. Mais derrière cette contribution de la CGN, c'est la commission fiscalité. Et dans la commission fiscalité, c'est des experts comptables. Et je pense qu'en travaillant ensemble hors des experts comptables et au PCA, on peut je dirais, donner à ce levier une autre dimension pour être plus présent vis-à-vis de toutes les administrations. Et je ne parle pas seulement de l'administration des impôts de la CNSS, mais également les autres banques librairies, l'office d'échange, la douane, etc. Tout à l'heure, plusieurs intervenants ont parlé de la communication, on en parlait tout à l'heure. Je pense que nous avons tous intérêt à user, je dirais, des techniques de communication modernes. C'est dans l'intérêt de la profession. C'est ce qui permet justement d'améliorer cette image externe de la profession pour promouvoir cette image, développer cette notoriété, créer un espace d'échange et une plateforme de communication avec les différents partenaires et notamment entre comptables et experts comptables. Et c'est à travers, je dirais, cette synergie qu'on peut effectivement améliorer je dirais, notre rayonnement et notre image. Et puis il ne faut pas l'oublier, si on a un ennemi, c'est bien informel. Il faudrait qu'on trouve le moyen de lutter contre toutes les pratiques qui touchent à l'image de marque de la profession, à l'image de marque des professionnels, et notamment à l'exercice de la comptabilité à titre informel. À titre informel, et sachez que je dirais, c'est peut-être, mon estimation, c'est peut-être 20-25% du chiffre d'affaires de la profession. Et je dirais c'est un chiffre d'affaires qui, c'est un manque à gagner en quelque sorte pour la profession et qui est lié à cet exercice informel et qui est en dehors de tout encadrement, de toute responsabilité. Voilà un peu par rapport à, je ne sais pas si j'ai oublié, peut-être effectivement on avait parlé de la digitalisation, de cette transition numérique. La profession, d'une façon générale, a intérêt à réfléchir à l'élargissement de ces domaines d'intervention. Nous avons les compétences, puisque effectivement, comme l'a souligné Oustad Zarouni, comptable et expert comptable travaillent sur la fiscalité, le juridique, donc de par notre métier, on est je dirais, dans un domaine qui est multidisciplinaire, et c'est ce qui fait qu'on doit conquérir de nouveaux marchés, défendre notre marché certes, mais surtout conquérir de nouveaux marchés et travailler sur le volet conseil, travailler sur la formation, c'est des outils, des leviers qui peuvent être importants. Donc voilà, merci. Moi je veux intervenir par rapport à la question des normes. Tout à l'heure j'ai dit que l'ordre de l'organisation, c'est des organismes qui assurent le contrôle. Et pour contrôler, nous avons besoin d'un référentiel. Un référentiel, c'est la norme. Au niveau de l'ordre des experts comptables, on avait une norme, mais qui régit uniquement une partie de notre métier, qui est l'audit et le commissariat de compte. Donc c'est une norme qui a été appliquée depuis le début de l'ordre et qui a été mise au standard international à partir de 2006. Et l'année dernière, l'ordre, sachant que 80% du métier d'un expert comptable, ce n'est pas l'audit et le conseil de compte, c'est la comptabilité, le conseil. Et pour contrôler effectivement cette partie qui échappait à tout contrôle, l'année dernière, on a mis en place deux normes. Une norme qui va régir le métier de tenue comptable, et avec ses outils, bien sûr, et une autre norme qui va régir la supervision comptable. Une question s'est posée. À quel niveau on va mettre le curseur? Parce que si on compare ces normes avec ce qui se passe au niveau international, comme vous savez, si je prends le cas français,
l'expert comptable, il produit une marque. L'expert comptable, quand il produit un bilan, il atteste le bilan. Cette normalisation, il peut même déboucher vers cette attestation. Donc nous, aujourd'hui, pour faire cette réforme par palier, pas du jour au lendemain passer de 0 à 100, donc on a fait la normalisation pour permettre le contrôle de l'ordre sans produire cette attestation aujourd'hui. Et cette norme, ces deux normes, on a donné 2 ans aux confrères pour qu'ils pratiquent et ça va devenir obligatoire à partir du 1er janvier 2018. À partir du 1er janvier 2018, il y aura 3 normes, une norme de l'audit que vous allez compte, une norme pour la supervision comptable et une norme pour la tenue comptable. Aujourd'hui, on est prêt à travailler dans la main avec les comptables agréés pour qu'on aille dans un futur proche les mêmes normes. Les mêmes normes. Exactement. Parce que la troisième, c'est réservé aux experts comptables. Non, oui. La tenue supervision, l'objectif c'est demain après demain déboucher vers une attestation. Parce qu'aujourd'hui, si on fait une attestation, on va exclure de métier une grande partie de professionnels. Donc, c'était un choix délibéré de l'ordre de ne pas passer de 0 à 100 aujourd'hui et de le faire avec toute la profession et partager. Merci. Et par là, prenons peut-être votre casquette d'enseignant, intervenant dans différents cycles d'audit. Quel avenir présente aujourd'hui la profession pour nos jeunes participants et nos jeunes étudiants? Merci pour la question parce qu'elle est difficile. Je pense que cette réponse passerait par la synthèse de l'ensemble des observations, de l'ensemble des intervenants, notamment celle de M. Servoni tout à l'heure, qui a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit cette profession reste quand même au cœur du développement économique et social. Donc nous avons une mission noble, comme vous l'avez cité. L'idée alors est de sensibiliser les jeunes dans les formations. Alors ce qui se passe aujourd'hui, il faut le dire, je pense qu'il faut être aussi impliqué dans ce processus de formation, même l'ordre des experts comptables est intéressé à travers le cycle de l'ISCADE. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui on est en train de parler de dépasser un petit peu le côté technique du métier. On parle de normes, on parle de déontologie, et je pense que nos cycles de formation doivent s'impliquer, doivent évoluer pour intégrer cela. Je pense que c'est comme ça qu'on va intéresser les étudiants. On ne peut pas être intéressé par de la communication périodique, parce que c'est un travail quotidien, l'intérêt. Or, quand l'a dit ici tout à l'heure, on est en train de travailler sur les textes. Et donc le fait d'intégrer une autre méthode pédagogique dans les formations, de passer aux situations concrètes, c'est-à-dire transformer la formation du théorique à 100% vers du combinatoire, ça veut dire combiner à la fois l'approche théorique avec l'approche conceptuelle, méthodologique, et de mettre les étudiants dans des situations, ça va nous économiser quand même beaucoup de temps au niveau de nos cabinets. Parce que la formation coûte énormément d'argent. Et le fait de ramener l'étudiant, et je me rappelle d'un terme qui a été précisé par C.M. Barbi, le premier vice-président de l'ordre, il a dit la production d'une information fiable. Et moi, mon souci dans le cabinet, dans le temps, c'est d'avoir quelqu'un qui était conscient de la fiabilité. Et ça se travaille. Et donc, on a des jeunes qui viennent. Et que de voir que de la théorie, on n'est pas conscient des risques. Aujourd'hui, l'enjeu de notre formation, c'est comme ça qu'on va faire. C'est en faisant former les gens par rapport à nos zones parétiques. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail de réflexion à faire sur les formations. Je pense que c'est là le cœur. Pour ramener les jeunes vers ces métiers, je pense que ça va passer par la formation. On reviendra toujours vers la formation. Et à mon avis, qui devra être faite autrement. Ça veut dire, je dirais même inverser avec la vapeur, de ramener de la pratique et de ramener du concret, de faire sensibiliser les gens au risque de ce métier et de construire l'éthique dans le comportement d'étudiants. Ce qui est difficile certainement, parce que nous connaissons un petit peu les difficultés de l'enseignement au Maroc aujourd'hui, parce que nous recevons des étudiants avec un ensemble de difficultés linguistiques, on reçoit des étudiants, mais je pense que tout est fait, comme disait quelqu'un, rien n'est fait pour l'immédiat, mais tout est fait pour l'avenir. Et je pense qu'il faut être, pour l'avenir, il faut avoir beaucoup d'ambition à ce niveau. Merci. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Je tiens à remercier chaleureusement M.
Mohamed Yacouri, président de l'organisation professionnelle des comptables agréés, Monsieur Amin Bari, le premier vice-président de l'ordre des experts comptables du Maroc, et Monsieur Keï Boulada, expert comptable, docteur en finance et intervenant en SPEC de management. Je remercie également la présence. Merci beaucoup de l'intérêt que vous donnez aux différentes conférences qu'on organise à ESCA. Et à une prochaine conférence.